Très bien, chers collègues, nous allons commencer. Monsieur le Président, je vous en prie. Bien. Très bien, Monsieur le Président de Shell France, mes chers collègues, nous souhaitons la bienvenue à nos interlocuteurs de Shell France et en particulier à son président, M. Patrick Roméo, que je remercie d'être venu en personne présenter le projet d'exploration pétrolière au large de la Guyane. Comme vous le savez, notre toute jeune délégation sénatoriale de l'Outre-mer, créée il y a à peine 6 mois à l'initiative du président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel, s'est saisie de plusieurs sujets d'étude. Notre délégation planchait ainsi ce matin même sur la proposition de résolution européenne relative à la pêche ultramarine afin de pousser l'Union européenne à reconnaître les spécificités de ce secteur de nos outre-mer à la faveur de la réforme de la politique commune de la pêche. Elle s'intéresse cet après-midi au projet de prospection pétrolière dans les eaux guyanaises. Un autre de ces thèmes d'études concerne en effet les enjeux des zones économiques exclusives ultramarines, enjeux considérables et qui nous paraissent de plus en plus imposants au gré des auditions que nous menons. La délégation a confié l'étude de ce thème relatif à la zone économique exclusive à 3 rapporteurs, dont 2 sont ici présents, Jean-Étienne Antoinette, sénateur de la Guyane, et Richard Tuyava, sénateur de la Polynésie française. La question des ressources potentielles de ces zones économiques exclusives confère à la France, grâce à ses outre-mer, le statut de 2e puissance maritime mondiale et est bien entendu, crucial. La prise de conscience des enjeux de développement liés à ce potentiel qui se décline dans différents domaines, ressources halieutiques, énergie fossile, énergie renouvelable, substances minérales stratégiques, est lente, mais désormais en marche, et la délégation sénatoriale à l'outre-mer compte y prendre toute sa part. Les enjeux sont particulièrement importants pour nos territoires, les projets constituant autant d'espoir de développement, alors que le marasme économique est partout présent. Ces collectivités ultramarines sont souvent présentées comme des laboratoires en matière statutaire, comme en matière de recherche, mais jusqu'à présent, elles n'en ont pas récolté les fruits. Un axe majeur de tout projet doit donc être de produire localement des effets structurants et durables, permettant une diversification économique et le développement de véritables filières. Les promesses du projet pétrolier que vous allez nous présenter
doivent se mesurer à l'aune de cet objectif prioritaire. Les perspectives d'un développement équilibré doivent également ménager les garanties environnementales. La biodiversité de nos outre-mer constitue un trésor inestimable. La biodiversité et qu'il faut absolument donc protéger, préserver, sauvegarder. Les exigences sont donc multiples et les données complexes, mais leur nécessaire conciliation est la condition incontournable du défi à relever. Il vous convient, Monsieur le Président Roméo, de nous faire la démonstration que le projet de prospection pétrolière que vous portez répond à ces attentes et à ces objectifs. Pour un bon déroulement de la présente audition, je propose, mes chers collègues, que nous procédions en 5 séquences, chacune comprenant un exposé liminaire de Monsieur le Président, suivi d'un échange sous forme de questions-réponses. Cette façon de procéder devrait permettre d'éviter les redites et favoriser une bonne compréhension du projet. Il est bien entendu que seuls les sénateurs présents ici peuvent s'exprimer en dehors de nos interlocuteurs de Shell France. Les 5 séquences seraient donc premièrement une présentation du groupe Shell et la genèse du projet guyanais. En 2, la présentation du projet procédure moyen calendrier. En 3, les garanties offertes en matière de protection de l'environnement. En 4, les retombées économiques locales attendues. Et enfin, en 5e position, les conditions nécessaires à la conduite du projet, stabilité de l'environnement juridique et fiscal. Et si vous êtes bien d'accord, je voudrais tout de suite céder la parole à Monsieur le Président Roméo. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très honoré d'avoir de l'occasion qui m'est donnée de pouvoir vous présenter le projet et puis surtout de pouvoir répondre aux multiples questions que vous aurez sûrement. Alors, je suis accompagné d'une partie de l'équipe Shell, soit en France, soit basée à Cayenne, ce qui me permettra, j'espère, d'apporter des réponses plus précises à certaines de vos questions lorsqu'elles relèvent plutôt de leur domaine d'expertise. Alors, en ligne avec le programme que vous avez suggéré, je vais vous faire d'abord une présentation vraiment très rapide du groupe Shell et de l'historique du projet, mais rapidement parce qu'il est plus important de regarder ce qu'il est prévu de faire et les principes directeurs de nos activités. Alors, le groupe Shell, c'est la plus grosse société européenne. Nous sommes un des 3 ou 4 plus grands pétroliers mondiaux. Et nous sommes une très très ancienne société française puisque nous sommes en France depuis 1919. Nous sommes une société beaucoup plus ancienne que Total, par exemple. Et en 2009, nous sommes très fiers d'avoir créé la société Shell Exploration Production France qui porte le projet dont nous allons parler. Alors, avant de parler de prospection pétrolière, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer pourquoi on pense qu'il est important de parler pétrole à une époque où le discours est essentiellement orienté sur les énergies renouvelables et sur le réchauffement planétaire, par exemple. Notre activité paraît un peu anachronique ou passéiste, et je vais quand même prendre quelques instants simplement pour vous donner notre point de vue sur le sujet. Lorsque nous, société énergétique, faisons nos scénarios énergétiques à l'horizon 2050, nous nous apercevons de 2 choses. D'abord, tout ce qui va se passer d'ici 2030 est quasiment déjà écrit, puisque le paysage énergétique 2030 est le résultat des investissements passés et qui sont en cours de réalisation, sachant que les projets ont une durée de vie de 20-30 ans. Par contre, lorsqu'on s'intéresse à 2050, l'avenir énergétique dépend vraiment des choix qu'on fait aujourd'hui. D'où l'intérêt pour nous de regarder à l'horizon 2050. Et qu'est-ce que nous constatons, et en ligne avec de nombreux organismes, que la demande va énormément augmenter. Alors, en fonction des scénarios, elle augmente plus ou moins, mais la demande énergétique peut doubler d'ici 2050. Et c'est quelque chose qui n'est pas innocent, puisque ça veut dire qu'en 35 ans, il faut produire une capacité énergétique équivalente à ce qu'on a produit depuis le 19e siècle. Donc, c'est quand même un défi pour nous qui est très important. Et ce que l'on pense, c'est que la production va avoir du mal à suivre. Nous sommes en fait, nous pensons,
à l'aube d'une période de pénurie énergétique et qui se traduit par exemple par une montée des prix de l'énergie au sens large. Et donc, faire des choix de production ou non-production d'une énergie ont un impact sur cette pénurie. Et nous sommes dans un univers où nous favorisons toutes les sources d'énergie. Donc le pétrolier que je suis est un immense supporter des énergies non renouvelables parce que nous ne savons pas tout fournir. Donc nous accueillons avec énormément de satisfaction toutes les sources d'énergie, quelles qu'elles soient. Et lorsqu'elles sont, elles sont renouvelables, eh bien nous en sommes très satisfaits. Mais il faut aussi produire du pétrole et du gaz. Et puis, bien sûr, on ne peut plus produire de l'énergie aujourd'hui sans prendre en compte les contraintes de réchauffement planétaire, donc sans se préoccuper des concentrations en gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, les choix d'investissement et de recherche que nous faisons cherchent à répondre à ces 3 points. Efficacité énergétique pour atténuer la demande, recherche de nouvelles ressources pour essayer de pouvoir suivre la demande même atténuée, et bien sûr, choix qui sont faits pour réduire l'impact climatique. Et pour être un peu plus précis sur les facteurs clés de la croissance de la demande, eh bien, il y a d'abord la croissance démographique. Un monde qui passe de 6 à 9 milliards d'habitants, forcément, est un appel à la consommation d'énergie. Vous avez sur la courbe de droite l'évolution de la consommation d'énergie d'un certain nombre de pays en fonction du produit intérieur brut. Vous voyez que la Chine et l'Inde sont encore au début de leur développement économique et énergétique. Si l'Inde et la Chine suivaient les modèles de la Corée du Sud, de l'Europe, de l'Australie, etc., vous voyez que la demande de ces pays triplerait facilement, par exemple. Donc c'est ce genre de données qui me conduisent à vous dire que la demande énergétique peut doubler d'ici 2050. Et vous avez à gauche, de façon moins lisible, le mix énergétique. Alors, en vert, tout en bas, c'est le gaz. Vous voyez que d'ici 2050, c'est en forte croissance. En rouge, c'est le pétrole. Alors, la part du pétrole dans le mix est réduite. Il y a un certain nombre d'années, c'était quasiment 50%. Vous voyez qu'en 2050, ce n'est plus que 30%, 25%. Donc, la part diminue, mais c'est toujours une énergie significative. Vous voyez bien sûr l'envolée des productions d'énergie renouvelable. Mais là, l'énergie en plus forte croissance, c'est le charbon. Donc tout choix que la nation fait de ne pas produire une énergie sous quelque forme que ce soit se traduit par quelqu'un, un jour, qui produira du charbon quelque part dans le monde, dans une économie globalisée. Donc pour moi, il est important pour la France de produire du pétrole lorsqu'on a un potentiel géologique, pour des raisons de contribution à l'équilibre mondial de demande énergétique qui favorise moins le charbon. Et puis c'est important pour les aspects économiques, balance commerciale, etc. Mais ça, je l'évoquerai plus tard. Voilà, ça c'était mon introduction sur les aspects demande énergétique et production énergétique. Et la Guyane, c'est un exemple du groupe Shell qui a investi dans une ressource nouvelle pour contribuer à la satisfaction de la demande. Alors, parlons du permis d'exploration de Guyane. C'est un très grand permis de 24 100 km², donc il s'étend de la frontière du Brésil jusqu'à la frontière du Suriname, sur toute la bande en mer, je dirais, qui correspond au pied du talus. Vous voyez la zone bleu clair qui est le talus continental, profondeur d'eau de l'ordre de 200 mètres. Et ensuite, le bleu profond. Et le permis est sur la zone de pied du talus, si vous voulez, donc avec des profondeurs d'eau qui vont jusqu'à 2000 à 3000 mètres. Nous avons forêt à une profondeur d'eau de 2000 mètres, juste en pied de ce talus. Alors c'est un consortium qui détient ce permis, qui est composé de Shell à 45%, de la société Tullow Oil à 27,5%, Total 25% et Norspet à 2,5%. Et j'ai l'honneur donc de représenter Shell, qui est aussi l'opérateur du programme et qui est donc le porte-parole et le leader, je dirais, du consortium. Alors ceci depuis le 1er février 2012. Et le permis a été prorogé en fin d'année 2011 jusqu'en juin 2016, avec une obligation pour nous de faire un certain nombre d'activités de forage et d'acquisition de données sismiques.
Donc, le sens du programme que je vais vous présenter est aussi une réponse contractuelle à notre obtention de permis qui exige de nous que nous déployions un certain nombre de moyens. Alors, quelle est l'actualité du projet? Nous avons donc déposé 2 déclarations d'ouverture de travaux pour pouvoir mener à bien les activités prévues. Une première déclaration qui concerne des activités de forage. Donc, nous soumettons à l'instruction un dossier pour 4 forages consécutifs à partir de juin cette année jusqu'à probablement juin l'année prochaine. La durée exacte dépendant de la durée de chaque forage et du séquencement. Et puis une deuxième déclaration qui concerne l'acquisition de données sismiques, donc un équivalent d'échographie, je dirais, des sous-sols, pour acquérir de la connaissance et détecter des réservoirs potentiels à explorer. Alors bien sûr, tout ce travail fait suite au travail déjà réalisé qui a abouti à la conduite d'un forage en 2011 et à une annonce de découverte donc, de pétrole en septembre 2011. Alors nous avons des fondations solides. D'abord l'expérience de toute l'activité qui a été menée auparavant. Et puis nous avons énormément collaboré localement et donc, je l'espère, accumuler le maximum de suggestions et de contraintes et de demandes pour que ce projet ait une acceptabilité maximum et réponde au mieux à tous les besoins exprimés. Nous avons présenté au public l'ensemble des données d'impact environnemental. Donc nous avons opéré depuis le 1er février avec une transparence maximum qui a donné l'accès de l'information aux associations, au public évidemment aux services instructeurs. Et nous avons énormément d'activités de travail avec les organismes scientifiques, les associations socio-professionnelles, les associations environnementales pour développer cette base collaborative. Alors vous avez ici donc le Stena IceMax, qui est le bateau que nous avons réquisitionné pour cette campagne. Alors c'est un bateau qui est neuf, qui vient de sortir de chantier naval en Corée et qui est en route pour la Guyane. Il doit être au large du Cap et devrait arriver sur zone mi-juin. Ça représente ce qui se fait de mieux technologiquement dans le monde du forage. Alors c'est le 4e bateau d'une série, donc ce n'est pas un nouveau modèle, mais ce modèle est le dernier type de bateau de forage conçu et donc est particulièrement adapté à nos besoins en Guyane. Il s'appelle IceMax parce qu'il peut aussi forer dans des eaux froides et dans des zones glaciaires, des zones arctiques ou antarctiques, mais qui peut le plus, peut le moins, en l'occurrence. Et puis, il y a en parallèle une campagne sismique qui démarrait début juillet avec ce bateau, le MV Oceanic Phoenix de la société CGG Veritas, qui serait sur zone de juillet à novembre. Donc concrètement, nous sommes en attente d'autorisation qui nous permettent de conduire ces activités, sachant que nous commencerions en juin le premier forage. Alors ce premier forage est un forage d'évaluation de la découverte annoncée en 2011. Donc nous sommes dans la même structure de réservoir. Nous ferons à 4 ou 6 km du premier forage pour contrôler si, effectivement, si la couche d'hydrocarbures se prolonge. Voilà, pour contrôler l'étendue, pour commencer à avoir des données sur les volumes. Alors, il est bien entendu que la suite des activités dépend beaucoup du résultat de ce forage. Si nos espoirs sont confirmés, on est face à un volume intéressant. Si le forage est sec, ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus. Le deuxième forage sera un forage d'exploration. Là, nous ferons à plus de 20 km du forage actuel dans une autre cible, donc un autre gisement potentiel. Et la seule façon de savoir si ce réservoir est riche en hydrocarbures, c'est de forer pour aller voir. Donc cette année, une évaluation, donc construire sur l'acquis pour mieux en comprendre le potentiel, et une autre exploration pour voir s'il y a un autre gisement potentiellement intéressant dans la même région. Et les 2 forages qui suivront
seront un peu la conséquence du résultat des deux premiers, une poursuite de l'évaluation, éventuellement, ou de l'exploration d'autres cibles qui auraient été détectées, notamment par les campagnes sismiques que nous allons faire cette année. Donc, nous demandons de pouvoir faire 4 forages. Les 2 premiers sont définis, les 2 autres, leur lieu exact et leur finalité sera fonction des résultats de l'activité 2012. Là, vous avez ici en vert la zone qui a déjà été analysée par des sismiques 3 dimensions, et vous avez en violet la zone que nous souhaitons acquérir cette année. Donc, une zone en violet au sud-est, qui est en fait la zone frontalière avec le Brésil, donc le morceau non couvert entre le vert et le Brésil. Et puis vous avez au nord-ouest une deuxième zone en direction du Suriname, mais qui reste encore loin de Suriname, pour poursuivre l'exploration du pied du talus. Vous avez à peu près en filigrane sur cette zone le pied du talus continental. Voilà, donc double activité, forage et sismique. Et sismique, c'est important parce que ça permet de valoriser le patrimoine de l'État, savoir ce qu'il y a en sous-sol. Voilà, peut-être qu'on peut marquer un temps d'arrêt ici pour que je puisse répondre aux questions sur cet aspect-là. Je pense qu'il y a des questions à poser. Y a-t-il des questions, chers collègues, sur la première partie? Non, pas de questions. Ah oui, mon cher collègue, vas-y. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre intervention, qui est excessivement intéressante, puisque vous nous dites qu'on est à l'aube d'une pénurie énergétique dans les prochaines années. Pénurie énergétique, d'ailleurs, qu'il faut relativiser en fonction du coût de l'énergie. Parce qu'on sait bien, vous l'avez souligné, que la plus forte croissance attendue, c'est le charbon. Moi, je suis d'un pays de région minière. Nous avons fermé les mines de charbon dans notre région, tout simplement parce que le coût d'exploitation du charbon était trop cher par rapport à sa revente. Et qu'en réalité, si l'énergie, les autres sources d'énergie, voyaient leur prix s'envoler, peut-être que les réserves de charbon qui existent actuellement pourraient être mises à nouveau à contribution parce que leur prix d'exploitation serait tout à fait devenu à nouveau compétitif. Donc, je comprends fort bien que vous soyez intéressé par ce magnifique gisement qui est à côté des côtes de Guyane, et on comprend votre intérêt, et on peut que s'en féliciter. On peut que s'en féliciter en disant, bon, écoutez, c'est peut-être une façon de nous garantir une certaine indépendance énergétique. Mais on est aussi en droit de s'interroger. On est aussi en droit de s'interroger parce que, je comprends bien, vous nous avez dit Shell est très intéressé, on a repris une partie de ce qui était mis en œuvre par Tullow Oil, et aujourd'hui, Shell, c'est 45% de la société qui s'intéresse à ces gisements. Donc, très intéressant, puisque vous nous avez dit fort justement que vous êtes en France depuis 1919, bien avant Total, et que si le paysage énergétique jusqu'en 2030 est écrit, jusqu'en 2050, et les années passent vite. Les années passent vite, et vous avez raison de faire de la prospective. Mais on est aussi confronté à la dure réalité quotidienne. Or, que vous ayez effectivement le souci de trouver des ressources énergétiques nous interroge aussi sur quel est votre souci par rapport à la problématique du raffinage. Et vous avez bien compris tout de suite où je veux en venir. Je veux en revenir au fait que Shell, qui a été en France depuis, nous avez dit, 1919, était quand même la société qui possédait la raffinerie de Petit-Couronne, que vous avez cédée en 2008 au groupe Petroplus. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation sociale et économique dramatique dans ce secteur, puisque la société que vous avez vendue à Petroplus est aujourd'hui en situation de faillite. Et que comme l'entreprise Petroplus à Petit-Couronne avait 550 employés, vous savez les difficultés d'emploi que l'on a dans ce pays et partout
dans d'autres pays européens particulièrement, mais bien aussi à travers le monde, et qu'on ne peut qu'être inquiet sur l'avenir des 550 employés de la raffinerie dont vous étiez les propriétaires jusqu'en 2008. Alors, on ne peut pas ne pas s'interroger, puisqu'on est dans la prospective. Faisons ensemble un peu de prospective. Donc, vous exploitez et vous nous dites si après tout on pouvait vous aider à pouvoir réaliser votre projet sur le gisement guyanais, disons comme ça pour simplifier les choses, pour que tout le monde comprenne. On peut nous vous dire, mais quand on a exploité le gisement de Guyane, quid du raffinage? Et où le raffinage? Et nous, on est en droit de dire, puisque vous possédez, vous étiez les anciens propriétaires de l'usine de Petit-Couronne, que vous savez que cette usine est reliée au port du Havre par un oléoduc, donc pour l'alimentation de la raffinerie de Petit-Couronne, c'est un lieu tout trouvé pour que le pétrole de cette nappe de Guyane arrive directement. Et vous savez qu'après, quand on est à Petit-Couronne, c'est très facile de valoriser et de distribuer le pétrole raffiné. Peut-être plus du gasoil, puisqu'aujourd'hui, on sent bien que la consommation d'essence de super est en nette diminution. Par contre, le fioul et le gasoil continuent à augmenter. Donc, ma question, c'est de dire, est-ce que vous avez réfléchi à cette situation, de dire, mais si on avait effectivement une aide pour pouvoir exploiter dans de bonnes conditions le gisement guyanais, on pourrait effectivement, dans notre projet, envisager déjà de le relier avec la raffinerie de Petit-Couronne pour apporter la matière première indispensable au maintien de l'activité et pourquoi pas au développement de l'activité de Petit-Couronne et passer de 550 à plus d'emplois, ce qui est quand même un des sujets aujourd'hui les plus préoccupants pour nous. Donc c'est une chose qui me... Je vais terminer simplement sur une deuxième question qui est importante. C'est que si par malheur que j'ose pas envisager, la raffinerie de Petit-Couronne fermée, vous étiez propriétaire jusqu'en 2008, et il faudra bien dépolluer le site. Quelle sera votre implication dans la dépollution du site? Parce qu'il est hors de question quand même que la dépollution du site soit une charge exclusivement des collectivités territoriales du secteur, à savoir la région de Haute-Normandie, la communauté de communes de Rouen et de Petit-Couronne. Donc voilà, ma question est la suivante. Votre projet, est-ce que vous envisagez d'être un élément qui pourrait permettre d'envisager une solution économique intéressante pour le secteur de Petit-Couronne, où vous avez quitté une raffinerie, la vendant à Petroplus, qui est aujourd'hui en faillite, avec 550 emplois qui risquent d'être perdus. Donc notre souci, c'est de savoir comment vous voulez faire et si vous avez une liaison avec les deux. Je te remercie, chers collègues, à venir essayer d'être plus bref, plus concis, pour qu'on puisse aller jusqu'au terme du débat. Mais Monsieur le Président, vous avez été interpellé, je vous donne tout de suite la parole, sur la relation entre l'exploration en Guyane, dans les eaux guyanaises, et l'affaire de Petite-Couronne. D'accord. Donc, merci pour votre question, Monsieur le Sénateur. Donc, sur l'aspect, je dirais, lien entre l'activité Guyane et l'activité de raffinage en France, ici, on parle d'un projet qui, s'il aboutit, produirait du pétrole à partir de 2019. Par exemple, 2019, vous comprenez bien que c'est très loin. Donc, on ne peut pas conditionner l'avenir d'un site aujourd'hui par rapport à ce qui peut se passer peut-être en 2019. Sachant qu'il faut que ce projet démontre qu'il a ses mérites, que les quantités, les qualités, le coût d'exploitation, etc., aient un sens pour qu'il y ait un investissement de production, ce que j'espère de tout cœur, porteur de ce projet. Mais on parle de 2020. Donc il n'y a aucune relation court terme entre les deux dossiers. Ça, c'est une réalité. Il est évident que si c'était un projet qu'on pouvait faire produire dans 2 mois, là, il y aurait peut-être une question à se poser. Donc la question ne se pose pas dans ces termes. Maintenant, sur tous les autres aspects que vous évoquez, alors je peux en parler très largement, mais je pense que ça n'intéressera peut-être pas forcément le sujet dont on parle.
Il faut bien comprendre que ce terrain a une valeur foncière. Vous percevez des dépollutions comme un coût. En fait, la dépollution, c'est un investissement pour réaliser la valeur foncière de terrain extrêmement bien positionné dans une zone d'approvisionnement de la région parisienne. Donc il n'y a pas de question de coût de dépollution. La seule question, c'est de savoir quelle est la valeur foncière que le propriétaire du terrain réalise par des activités de dépollution, et c'est normalement une activité assez profitable. Voilà. Très bien. Oui, Thierry Aupantin. Président, merci de me donner la parole. Moi, j'avais prévu d'être plutôt auditeur de ce qui se passait aujourd'hui, mais la question de M. Néry m'invite à creuser un petit peu les choses. On aurait pu penser qu'Alain Néry pose cette question parce qu'il est élu, éventuellement intéressé localement. Or, il est sénateur du Puy-de-Dôme. Je vous précise que je suis élu du département de la Savoie, donc je ne suis pas du tout non plus intéressé à titre électoral, si je puis dire. Mais je suis élu de la nation. Et si je veux intervenir, c'est que cette question que pose Alain Néry, elle élargit à la problématique sur les responsabilités sociétales des entreprises. Je vous le dis aussi, moi je souhaite que la Commission des affaires économiques du Sénat se saisisse de ce type de questions, et j'attends avec impatience que l'Assemblée nationale renouvelle ses membres pour que nous ayons un travail en commun pour voir effectivement comment les grandes sociétés qui tirent leur activité économique, leur profit dont on se réjouit tous, soient liés aussi à un cahier des charges qui soit beaucoup plus large que l'objet même de l'autorisation qu'elle demande, mais que puisse être prise en compte effectivement la nature de ses relations contractuelles avec l'État, mais aussi comment elle fait face à ses responsabilités sociétales. Et pour ma part, je le dis aussi, j'attends que l'Assemblée se soit stabilisée pour que nous puissions collectivement avoir une démarche pour voir comment ce type d'autorisation puisse être délivré effectivement à des entreprises qui prennent des engagements à l'égard de l'activité économique sur le sol national. Et je ne savais pas qu'Alain Néry poserait cette question, mais j'étais venu, moi, vous écouter pour savoir si vous-même allez en parler, évoquer ce sujet. Mais j'avoue que je serai très attentif, et comme parlementaire de la majorité, j'aurai l'expression, pour que les choses soient claires, à l'égard du ministre qui sera votre interlocuteur, pour dire qu'on ne peut pas dissocier ce dossier d'autres présences actuelles ou passées du groupe Shell sur le territoire national. Il se trouve que je vis aujourd'hui deux fermetures ou deux délocalisations d'entreprises sur mon département, et que la réponse est la même de la part des deux groupes internationaux en disant « mais vous allez faire beaucoup de profits grâce au terrain qu'on va vous laisser ». Ne le dites pas trop. Ne le dites pas trop officiellement. Ça a le don de vous mettre à dos tous les élus des territoires concernés, car au-delà de la valorisation foncière, qui est un aspect secondaire, ce à quoi nous pensons les uns et les autres, c'est au développement et au maintien de l'activité économique. Donc moi, je souhaite que, y compris sur les appels d'offres où une entreprise privée a besoin d'une autorisation publique pour exercer son activité, il y ait un critère de responsabilité sociétale. Au moins, cet entretien nous aura permis d'avoir ce dialogue franc, pour lesquels, moi, je demanderai que la Commission des affaires économiques au Sénat et à l'Assemblée nationale puisse faire évoluer, y compris la législation, car on est certes sur une valorisation économique, on sera certes sur un dossier où on regardera la protection de l'environnement, mais il me semble qu'on doit aller au-delà, et je suis finalement ravi que M. Néry ait aussi posé cette question à l'occasion de votre entretien, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur le Sénateur, si vous me permettez, je ne sais pas si vous connaissez la société Shell, mais lorsque vous vous intéresserez de près au sujet, vous vous apercevrez que nous sommes une société exemplaire. Donc je n'ai absolument aucun doute sur le fait que nos engagements sociétaux historiques justifieront très largement la confiance que nous accorde le gouvernement. Donc, c'est Catherine Tasca d'abord. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, les questions qui viennent d'être évoquées sont parfaitement fondées, et elles vous expriment la préoccupation qui est celle
actuellement de la représentation nationale par rapport aux enjeux globaux du développement économique. Mais je pense que peut-être il ne faut pas brûler les étapes. Pour ma part, je ne sais pas grand-chose sur l'industrie pétrolière. Et donc, je souhaiterais beaucoup, Monsieur le Président, qu'on puisse poursuivre le déroulement des questions que vous aviez proposées pour en savoir plus. Et je rappelle en particulier que ce projet touche à un territoire particulier. Il n'est ni dans les Cévennes, ni en Savoie, il est outre-mer et sur un territoire auquel nous sommes très attachés et pour lequel il faut vraiment veiller à la conciliation des évolutions économiques et des évolutions environnementales. Donc, pour ma part, je souhaiterais en savoir plus de ce que vous pouvez nous dire sur le projet lui-même et nécessairement nous reviendrons aux questions posées par M. Néry et M. Repentin, mais après en savoir plus. Personnellement, j'aimerais savoir, par exemple, quelles sont d'ores et déjà, puisqu'il y a eu des forages, les relations que vous entretenez avec la population guyanaise et ses élus. Bon, nous arrivons certainement à cette question tout à l'heure. Je retiens ta suggestion, mais tout de même, je ne veux pas faire de frustrer. Mon collègue Charles Revet veut intervenir. Charles Revet. Oui, deux mots, parce qu'on ne comprendrait pas que le sénateur de l'étape, puisque Petroplus est en Seine-Maritime, ayant entendu mes collègues, n'interviennent pas. Et donc, bien sûr, on comprend que pour les plus de 500 personnes qui travaillent là-bas, il y a une préoccupation. On s'est rendu sur place. Et je crois qu'il y a eu des engagements de prix, me semble-t-il déjà, de la part de Shell. Et on compte, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? C'est ce que l'on cherche à savoir avec vous. Je pense très honnêtement que ce n'était pas l'objet, bien sûr, de notre réunion d'aujourd'hui et que peut-être que s'il y a une exploitation qui se fait en Guyane ou ailleurs, que ce sera l'occasion de reprendre les choses. Bien entendu, je pense que, comme le disait Thierry Repentin, c'est le travail de la Commission économique de s'approprier des dossiers comme ça. Et je pense que très prochainement, on sera amené à le revoir et qu'à ce moment-là, on aura peut-être des réponses plus concrètes et qui prennent en compte directement ce projet. Mais je voulais le dire parce que m'étant rendu à plusieurs reprises sur place et ayant compris les problématiques, je ne pouvais pas, étant sénateur du secteur, ne pas en dire un mot, mais je compte bien sûr qu'on y reviendra dans les prochaines semaines parce qu'effectivement, il y a des inquiétudes fort justifiées de la part des personnes qui travaillent là-bas. Mais si on a la chance que des exploitations se fassent ailleurs et que ça permette de trouver des solutions, c'est sûrement ce serait une très bonne chose. Très bien, je propose qu'on...